Pourquoi une pièce de monnaie norvégienne du XIe siècle a-t-elle été découverte dans les vestiges d'un village amérindien du Maine, à plus de 1000 kilomètres de la seule colonie viking authentifiée? Et comment se fait-il que les carottes de glace prélevées au cœur du Groenland aient enregistré un refroidissement climatique brutal, une anomalie qui a commencé presque la même année où les premiers dracars ont heurté les côtes de ce nouveau monde? L'histoire aime les vainqueurs et les récits clairs. Elle célèbre Christophe Colomb, qui a ouvert la voie à la conquête, mais elle préfère jeter un voile pudique sur ceux qui l'ont précédé de 5 siècles. Ceux qui ont touché un continent, y ont goûté, y ont saigné, puis ont disparu si complètement que leur existence même a été reléguée au rang de mythe pendant près de 1000 ans. Leur histoire n'est pas une épopée glorieuse. C'est un murmure d'avertissement gravé dans la glace et la pierre. Une chronique de la première rencontre de l'Europe avec l'Amérique, une rencontre qui n'a pas commencé par une poignée de main, mais par le sifflement d'une flèche et le choc de l'acier contre la pierre. Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, n'était pas un rêveur. C'était un homme pragmatique, un marin dont les veines semblaient remplies d'eau salée. Lorsqu'il a débarqué sur cette côte inconnue, vers l'an 1000, il n'a pas vu une terre promise, mais une ressource. Du bois, chose rare et précieuse, au Groenland. Des prairies verdoyantes pour le bétail. Des rivières grouillantes de saumon plus gros que tout ce qu'il avait jamais vu. Il l'a baptisé Vinland, la terre de la vigne, peut-être en raison des baies sauvages qui y poussaient, ou peut-être était-ce simplement le premier coup marketing de l'histoire américaine, une tentative de vendre une colonisation risquée à des investisseurs sceptiques en Islande et en Norvège. La première impression était celle d'un paradis intact, d'un monde vierge attendant d'être pris. Mais les paradis ont souvent des gardiens invisibles. Et ce monde n'était pas vide. Il observait, silencieux, depuis l'ombre des arbres immenses que les Vikings admiraient tant. Le premier contact fut étrange, presque comique dans son incompréhension mutuelle. Les sagas les appellent les Skrellings, un terme péjoratif signifiant à peu près avorton ou braillard. Ces hommes, probablement des ancêtres des peuples Micmac ou Beothuk, sont apparus sur des canoës en peau, leurs visages peints, leurs yeux fixant avec une curiosité intense ces géants barbus aux cheveux clairs et aux vêtements de laine étranges. Les Vikings, de leur côté, les regardaient comme des curiosités, des créatures de la forêt. Le premier échange fut pacifique. Les Vikings offrirent du lait, une denrée inconnue pour ces peuples intolérants au lactose, qui le burent avec avidité avant de souffrir de maux de ventre. Les Skrellings, eux, offrirent des fourrures précieuses. L'échange semblait possible. Mais une barrière invisible, plus profonde qu'un océan, séparait déjà leurs deux mondes. Les Vikings possédaient le fer. Une technologie qui leur donnait un avantage écrasant et un sentiment de supériorité arrogant. La paix, si elle a jamais existé, était aussi fragile qu'une fine couche de glace au printemps. Le frère de Leif, Thorvald, lors d'une expédition ultérieure, a trouvé 3 canoës en peau retournés sur une plage, avec 9 hommes endormis dessous. Sans provocation, sans avertissement, mu par une logique prédatrice, il a ordonné à ses hommes de les tuer. 8 furent massacrés dans leur sommeil. Le 9e s'est échappé, et avec lui, toute chance d'une coexistence pacifique. C'était le péché originel, la première goutte de sang qui a empoisonné le sol du Vinland pour toujours. La vengeance ne s'est pas fait attendre. Des dizaines de canoës ont surgi de la brume, lançant une volée de flèches. Thorvald, frappé sous le bras, a eu juste le temps de murmurer une phrase
qui résumait toute la tragédie de leur entreprise. Nous avons trouvé une terre riche, mais nous n'en profiterons guère. Il a été le premier Européen à mourir et à être enterré en Amérique, sa tombe marquant le début et la fin d'un rêve. Ce premier affrontement a établi le modèle pour toutes les rencontres futures. Ce n'était pas une guerre, pas encore. C'était une série de malentendus mortels, d'escarmouches brutales nées de la peur et de l'arrogance. Les Vikings, avec leurs haches et leurs épées, pouvaient gagner n'importe quel combat en terrain découvert. Mais le Vinland n'était pas un champ de bataille européen. C'était une forêt infinie, un labyrinthe de rivières et de côtes déchiquetées. Un territoire où l'ennemi était partout et nulle part à la fois. Chaque bruissement de feuilles pouvait être une menace. Chaque ombre pouvait cacher un arc tendu. La paranoïa est devenue leur compagne de tous les instants, plus épuisante que le travail le plus dur. Ils étaient des intrus dans un écosystème qui les rejetait, non seulement biologiquement, mais aussi culturellement. Ils ne comprenaient pas ce monde, et ce monde ne les comprenait pas. L'histoire enseigne rarement, mais elle punit toujours cruellement les leçons non apprises. Les Vikings pensaient que leur supériorité technologique était un gage de victoire. Ils se trompaient. Ils n'avaient pas compris que dans ce nouveau monde, la connaissance du terrain valait plus que le meilleur acier. Ils avaient sous-estimé la résilience et l'ingéniosité d'un peuple qui vivait en harmonie avec cette terre depuis des millénaires. Le premier sang versé n'était pas seulement le début d'un conflit, c'était la signature d'un pacte avec la violence, un pacte qui allait les consumer de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils étaient venus chercher la fortune, mais ils n'avaient trouvé qu'un miroir qui leur renvoyait l'image de leur propre brutalité. La peur de l'ennemi extérieur était palpable, mais elle masquait une menace encore plus grande. La véritable guerre n'était pas menée contre les hommes au visage peint, mais contre les démons qu'ils avaient amenés avec eux, cachés au fond de leurs propres âmes. Mettez-vous à leur place un instant. Qu'est-ce qui a guidé ce premier massacre? La peur panique face à l'inconnu ou la cupidité froide d'éliminer de potentiels concurrents? Écrivez votre réponse dans les commentaires et choisissez le démon qui, selon vous, a frappé le premier. Cette obscurité intérieure avait un visage et parfois un nom. Sur les fondations de la colonie que nous appelons aujourd'hui Lance aux Meadows, à la pointe nord de Terre-Neuve, un drame s'est joué, si violent et si sordide qu'il semble presque shakespearien. La colonie elle-même était une merveille d'ingénierie et de persévérance. Des maisons longues en tourbe et en bois, une forge où le fer du Nouveau Monde était martelé pour la première fois, un atelier de charpentier naval pour réparer les dracars qui étaient leur seul lien avec le reste de l'humanité. Les premiers hivers ont dû être une épreuve terrible, mais ils ont tenu bon. Ils ont chassé, pêché, coupé du bois et ont commencé à croire qu'ils pouvaient apprivoiser cette terre sauvage. Ils avaient tort. Le Nouveau Monde n'unifiait pas les hommes, il mettait à nu leurs failles, exacerbait leurs ambitions et leur jalousie. Le véritable enfer n'était pas le froid ou les Skraelings, mais la claustrophobie d'une petite communauté isolée au bout du monde, où les vieilles rancunes importées d'Islande et du Groenland fermentaient comme un vin empoisonné. Au centre de cette tragédie se trouve une femme, Freydis Eiríksdóttir, fille illégitime d'Éric le Rouge et donc demi-sœur de Leif. Les sagas la dépeignent comme une figure terrifiante, une Lady Macbeth nordique, consumée par l'ambition et la cupidité. Elle n'acceptait pas sa condition de bâtarde et voyait dans le Vinland une chance unique de s'enrichir
et de surpasser la renommée de ses frères. Elle a organisé une expédition conjointe avec 2 frères islandais, Helgi et Finnbogi, avec la promesse de partager les profits à parts égales. Dès le début, la méfiance régnait. Freydis a triché sur la taille de son navire pour amener plus d'hommes, puis a exigé de s'installer dans la maison construite par son frère Leif, expulsant les 2 frères et leurs hommes. La colonie s'est immédiatement scindée en 2 camps hostiles, séparés par une méfiance glaciale. Pendant tout l'hiver, les 2 groupes se sont évités, la tension montant chaque jour, chaque regard de travers devenant une provocation. Le paradis verdoyant du Vinland était devenu une poudrière psychologique. Le point de rupture est venu d'une dispute banale, peut-être, mais qui a servi de prétexte à la monstruosité. Freydis est allée voir les frères, prétendant vouloir se réconcilier. Elle leur a proposé d'échanger leur navire, le leur étant plus grand, pour le voyage de retour. Ils ont accepté. Mais elle est revenue dans sa propre maison, le visage griffé, les vêtements déchirés, et a accusé les 2 frères de l'avoir battue et humiliée. Elle s'est tournée vers son mari, Thorvald, et lui a lancé un ultimatum. « Venge mon honneur, ou je divorce sur le champ. » C'était un mensonge calculé, une manipulation de génie diabolique. Dans la société viking, l'accusation d'un tel déshonneur ne laissait aucune place à la discussion. C'était un appel au sang. Thorvald, piégé, a rassemblé ses hommes. Au petit matin, ils ont fait irruption dans la maison où dormaient Helgi, Finnbogi et leurs hommes. Ils les ont tous traînés dehors, un par un, et les ont massacrés. La première guerre civile sur le sol américain a commencé, non pas pour des idéaux de liberté, mais pour une sombre histoire de cupidité et de fierté blessée. La boucherie n'était pas encore terminée. 5 femmes qui accompagnaient les Islandais étaient encore en vie. Les hommes de Freydis, horrifiés par leur propre violence, ont refusé de les tuer. C'est alors que Freydis a révélé sa véritable nature. « Donnez-moi une hache », a-t-elle ordonné. Et, comme le raconte froidement la saga des Groenlandais, elle a tué les 5 femmes de ses propres mains. Le silence qui a suivi ce carnage a dû être plus assourdissant que les cris des mourants. Freydis a ensuite menacé de mort quiconque raconterait ce qui s'était passé. Ils sont retournés au Groenland avec une cargaison complète de bois et de fourrure, le butin de leurs victimes. Mais le sang ne se lave pas si facilement. La vérité a fini par éclater, et bien que Leif n'ait pas osé punir sa sœur, une malédiction a semblé s'abattre sur sa lignée. Personne ne voulait plus avoir affaire à elle ou à sa famille. Ils avaient gagné la richesse, mais avaient perdu leur âme. Cet épisode terrible n'est pas qu'une anecdote sanglante. C'est le symptôme d'une maladie qui rongeait la colonie de l'intérieur. L'individualisme forcené, la compétition brutale pour les ressources et le prestige, qui avaient fait la force des Vikings lors de leurs raids, se sont retournés contre eux dans l'environnement clos du Vinland. Ils n'ont pas su créer une communauté soudée. Ils ont exporté leurs querelles et leur hiérarchie rigide dans un monde qui exigeait de la flexibilité et de la coopération. Ils ont traversé l'océan pour trouver un paradis, mais ont apporté avec eux leur propre enfer. La violence qu'ils ont déchaînée les uns contre les autres les a affaiblis, a brisé la confiance et a rendu toute entreprise à long terme impossible. Pendant qu'ils s'entretuaient pour des profits immédiats, un ennemi bien plus patient et uni les observait depuis la forêt. Les Skrellings avaient vu les nouveaux venus se déchirer. Ils avaient vu leur nombre diminuer. Ils avaient compris que ces êtres puissants n'étaient pas des dieux, mais des hommes, faillibles et mortels. Le massacre de Freydis n'était pas seulement un crime, c'était une erreur stratégique monumentale. Il a montré à leurs ennemis qu'ils n'étaient pas un front uni, mais
une meute de loups prêts à se dévorer les uns les autres. La guerre civile était terminée, mais elle n'avait fait que préparer le terrain pour une guerre bien plus grande. Une guerre pour la Terre elle-même. La guerre des ombres était sur le point de commencer, et les Vikings, divisés et démoralisés, n'y étaient absolument pas préparés. Les Skrellings n'étaient pas un peuple monolithique. Le terme viking englobait probablement plusieurs groupes distincts, peut-être les ancêtres des Beothuk à Terre-Neuve, des Micmacs en Nouvelle-Écosse, ou même les derniers représentants de la culture Dorset, un peuple paléo-esquimau qui occupait l'Arctique avant l'arrivée des Inuits. Ce que les Vikings percevaient comme une masse indifférenciée d'indigènes était en réalité une mosaïque complexe de cultures, de langues et de traditions. Mais face à cette menace venue de la mer, ces peuples avaient une chose en commun, une connaissance intime et quasi mystique de leur environnement. Pour eux, la forêt n'était pas un obstacle ou une ressource, c'était un foyer, une alliée. Ils savaient lire ses signes, utiliser ses dons et se fondre dans ses ombres. Les Vikings, eux, ne voyaient que des arbres à abattre. Cette différence fondamentale de perception a été la clé de tout le conflit. La guerre qui s'est ensuivie n'a ressemblé à aucune de celles que les Vikings avaient connues. Habitués aux murs de boucliers, aux charges brutales et aux duels d'honneur, ils se sont retrouvés face à une stratégie de l'invisible. Les Skrellings ne cherchaient pas la bataille rangée, qu'ils auraient perdue à coup sûr. Ils pratiquaient une guerre d'usure, une guérilla faite de harcèlement constant, d'embuscades soudaines et de retraites éclairs. Ils frappaient les groupes isolés de bûcherons, attaquaient les sentinelles la nuit, lançaient des flèches depuis la cime des arbres avant de disparaître comme des fantômes. Leurs armes de pierre et d'os pouvaient sembler primitives face à l'acier nordique, mais une flèche à pointe d'obsidienne tirée avec précision tuait tout aussi sûrement qu'une épée. Une épée en fer peut gagner une bataille, mais elle ne peut pas vaincre une forêt entière qui a décidé que vous n'êtes pas le bienvenu. Les sagas décrivent des affrontements d'une violence et d'une étrangeté surréalistes. Lors d'une bataille, les Skrellings ont utilisé une sorte de catapulte ou de trébuchet pour lancer un projectile sphérique, bleu ou noir, qui a provoqué une panique totale chez les Vikings par le bruit terrifiant qu'il produisait. Était-ce une arme psychologique, une sorte de grenade sonore primitive, ou une légende née de la terreur? Un autre récit parle de la rencontre avec un unijambiste d'une agilité surnaturelle qui a tué l'un des leurs d'une flèche avant de s'enfuir en bondissant. Mythe ou description déformée d'un guerrier particulièrement redoutable? Quoi qu'il en soit, ces récits témoignent d'un sentiment d'impuissance face à un ennemi qui ne respectait aucune des règles de la guerre européenne. Les Vikings étaient des prédateurs devenus des proies sur leur propre terrain de chasse. La colonie de Lance aux Meadows s'est transformée en forteresse assiégée. Les colons n'osaient plus s'aventurer loin de leurs palissades. Chaque expédition pour chercher du bois ou chasser devenait une mission à haut risque. La terre d'abondance était devenue une prison verte. Ils avaient la supériorité militaire, mais ils ne pouvaient pas l'exercer. Ils étaient en train de perdre, non pas par une défaite décisive, mais par 1000 petites coupures, par l'épuisement nerveux, par la faim qui menaçait dès qu'ils ne pouvaient plus exploiter les ressources environnantes. Pourriez-vous conserver votre humanité alors que le monde autour de vous s'effondre, que chaque ombre est une menace et que chaque jour est une lutte pour ne pas mourir de faim ou d'une flèche sortie de nulle part? C'est le dilemme auquel ils ont été confrontés. La situation était intenable. Ils gagnaient les escarmouches, mais perdaient la guerre. Karlsefni
un autre chef d'expédition, a fini par prendre la décision la plus sage, la retraite. Après 3 hivers de lutte acharnée, il a rembarqué ses hommes, ses femmes et le premier enfant européen né en Amérique, Snorri, et a mis le cap sur le Groenland. Il a compris une vérité essentielle que beaucoup de colonisateurs après lui mettront des siècles à apprendre. On ne peut occuper durablement une terre sans le consentement, ou du moins la soumission, de ses habitants. Sa décision a probablement sauvé la vie de ses colons, mais elle a aussi signé l'arrêt de mort de la grande colonisation du Vinland. Le rêve de s'établir dans ce nouveau monde se fracassait contre la réalité d'une résistance acharnée et d'un environnement hostile. Pourtant, est-ce que tout le monde est parti? Les sagas se concentrent sur les chefs et leurs familles, mais qu'en est-il des autres, des marins, des fermiers, des aventuriers sans attache? Il est possible que certains groupes, coupés du contingent principal ou refusant d'admettre la défaite, aient tenté leur chance ailleurs. Peut-être ont-ils remonté les grands fleuves, s'enfonçant au cœur du continent, à la recherche d'une nouvelle terre promise, loin de la guerre côtière. C'est ici que l'histoire se tait et que le domaine des fantômes et des pierres runiques commence. Des expéditions perdues qui ont laissé derrière elles des énigmes gravées dans la pierre, des murmures d'une présence viking là où personne ne s'attendait à la trouver. C'est une histoire qui se lit comme un thriller archéologique. Au cœur de l'Amérique du Nord, à des milliers de kilomètres de l'océan, des artefacts ont été découverts qui semblent défier toute explication logique. Le plus célèbre et le plus controversé est la pierre runique de Kensington, déterrée par un fermier du Minnesota en 1898. La pierre raconte l'histoire tragique d'une expédition de 30 Suédois et Norvégiens, datée de 1362. Elle décrit un voyage depuis le Vinland, un campement près d'un lac et le massacre de 10 hommes par les indigènes. Le message se termine par une prière à la Vierge Marie. Pendant des décennies, la pierre a été considérée comme un faux élaboré. Mais des analyses géologiques récentes suggèrent que les inscriptions pourraient être bien plus anciennes qu'on ne le pensait. Faux génial ou dernier message désespéré d'une légion perdue? Le débat fait toujours rage. Et puis, il y a les reliques de Beardmore, en Ontario. Une épée, une tête de hache et un fragment de bouclier de type viking trouvés dans les années 30. Pendant longtemps, elles ont été la preuve irréfutable d'une présence nordique au cœur du Canada. Puis, le fils du découvreur a avoué que son père les avait probablement plantées là. L'affaire a été classée comme un canular. Mais l'histoire est-elle si simple? Les objets sont authentiques et datent de l'époque viking. Comment sont-ils arrivés en Ontario? Étaient-ils vraiment le fruit d'une fraude ou la confession était-elle fausse, destinée à mettre fin à un harcèlement médiatique? Le mystère demeure. Chaque artefact de ce type est une pièce d'un puzzle auquel il manque trop de morceaux. Ils sont les fantômes d'une histoire alternative, d'une possibilité tant alaisante. Imaginons un instant que la pierre de Kensington soit authentique. Reconstituons le voyage de cette expédition condamnée. Ils auraient quitté la côte, peut-être pour fuir la guerre avec les Skrellings, ou simplement pour explorer. Ils auraient pu naviguer par la baie d'Hudson, puis remonter le fleuve Nelson jusqu'au lac Winnipeg, s'enfonçant toujours plus profondément dans un territoire inconnu. Ça aurait été un voyage épique, une odyssée de plusieurs années à travers une nature sauvage et grandiose. Ils auraient rencontré de nouvelles tribus, peut-être les ancêtres des Cris ou des Sioux. Auraient-ils été accueillis en paix ou combattus? Ils auraient lutté contre la faim, les maladies, le désespoir de ne jamais revoir leur foyer.
Chaque jour, leur monde se serait rétréci. Chaque mort d'un compagnon aurait rendu le retour plus improbable. Le dernier campement, décrit sur la pierre. 10 hommes partis pêcher, retrouvés massacrés. Les survivants, terrifiés, se regroupent, sachant que leur tour viendra. L'un d'eux, peut-être le prêtre de l'expédition, grave leur histoire sur une pierre plate, un dernier testament pour un monde qui ne le lira jamais. C'est une scène d'un désespoir absolu, mais aussi d'une persévérance incroyable. Continuer à se battre, à enregistrer son histoire, même quand tout espoir est perdu. Qu'ils soient morts de faim l'hiver suivant, qu'ils aient été anéantis lors d'une dernière bataille ou qu'ils se soient assimilés à une tribu locale, leur trace s'est perdue dans les neiges du temps, ne laissant derrière eux que cette pierre énigmatique. L'histoire n'est pas seulement ce qui est écrit dans les livres, c'est aussi le silence qui entoure les questions sans réponse. Ces expéditions, si elles ont eu lieu, étaient vouées à l'échec. Elles étaient des îles humaines dans un océan de cultures étrangères. Sans renfort, sans approvisionnement, sans espoir de retour, leur disparition n'était qu'une question de temps. L'assimilation était peut-être leur seule chance de survie. Se fondre dans les populations locales, abandonner leur langue, leur dieu, leur identité. Devenir autre chose pour ne pas cesser d'être. Existe-t-il aujourd'hui parmi les tribus du Midwest des descendants lointains de ces Vikings perdus, porteurs d'un héritage génétique dont ils ignorent tout? C'est une pensée vertigineuse. Leurs sagas ne sont pas écrites en runes, mais encodées dans l'ADN. Mais la véritable cause de leur disparition, aussi bien pour ces potentiels groupes perdus que pour la colonie principale, n'était peut-être pas une hache ou une flèche. Ce n'était pas un ennemi qu'ils pouvaient voir et combattre. C'était un adversaire bien plus grand, plus froid et absolument implacable. Un adversaire qui a changé les règles du jeu pour tout le monde, des côtes du Vinland aux fjords du Groenland. Cet ennemi, c'était le climat lui-même. Le ciel, qui pendant des siècles leur avait été favorable, était en train de se retourner contre eux avec une fureur glaciale. Face à un destin quasi certain, qu'auriez-vous choisi? Tenter une dernière expédition désespérée vers l'inconnu avec une infime chance de trouver un nouveau refuge? Ou accepter la défaite et essayer de rentrer chez vous à travers un océan hostile? Faites votre choix dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des degrés de désespoir. Le succès initial des Vikings, leur expansion spectaculaire à travers l'Atlantique Nord, n'était pas seulement dû à leurs navires exceptionnels ou à leur audace. Ils ont eu un allié puissant et invisible, le climat. Ils ont navigué durant ce que les scientifiques appellent l'optimum climatique médiéval, une période de plusieurs siècles, d'environ 950 à 1250, où les températures dans l'hémisphère nord étaient relativement douces. C'est cette clémence qui a permis à Éric le Rouge de coloniser le Groenland, une terre alors suffisamment verte pour supporter des troupeaux de vaches et de moutons. C'est cette clémence qui a rendu les mers du Nord moins encombrées de glace, ouvrant la voie vers l'Amérique. Les dieux semblaient sourire à leurs ambitions, mais les dieux sont capricieux, et leur sourire s'est transformé en une grimace de glace. Vers le milieu du XIIIe siècle, le pendule climatique a commencé à basculer, lentement d'abord, puis avec une rapidité terrifiante. L'optimum climatique médiéval touchait à sa fin, laissant la place à ce que l'on appelle aujourd'hui le petit âge glaciaire. Les températures ont chuté, les glaciers de montagne ont avancé, dévorant les pâturages. Les saisons de croissance ont raccourci. Au Groenland,
les conséquences ont été catastrophiques. Les fermes, qui avaient prospéré pendant des générations, sont devenues intenables. Le foin ne poussait plus en quantité suffisante pour nourrir le bétail pendant les hivers de plus en plus longs et rigoureux. La famine est devenue une menace constante. Le Groenland, qui servait de base arrière, de pont vital entre le Vinland et l'Europe, était lui-même en train de mourir. Pour les colons du Vinland, l'impact a été double. D'une part, le refroidissement a rendu leur propre environnement plus hostile. Les hivers sont devenus plus longs, la chasse plus difficile, la survie plus précaire. Mais le coup le plus fatal est venu de l'Est. La banquise a commencé à s'étendre, rendant la navigation entre le Groenland, l'Islande et la Norvège de plus en plus périlleuse. Le voyage, déjà dangereux, est devenu quasi suicidaire. Les navires qui approvisionnaient le Groenland en fer, en outils et en céréales, et qui en repartaient avec des peaux, de l'ivoire de morse et des faucons, sont devenus de plus en plus rares. La colonie du Groenland s'est retrouvée isolée, une lente agonie qui allait durer près de 2 siècles. Et si le Groenland était isolé, le Vinland, lui, était totalement coupé du monde. Imaginez leur situation. Ils sont au bout du monde, luttant contre des indigènes hostiles, et les navires de ravitaillement n'arrivent plus. Chaque année, ils scrutent l'horizon est, espérant voir la voile carrée d'un navire ami. Mais l'horizon reste désespérément vide. Leurs outils en fer s'usent et se cassent, et ils n'ont pas la technologie pour en forger de nouveaux à partir du minerai local. Leurs vêtements de laine s'effilochent, leurs traditions s'estompent, ils sont piégés. Le climat n'a pas seulement apporté le froid, il a apporté le silence d'un océan devenu infranchissable, le silence d'une Europe qui les avait oubliés. La nature, qu'ils avaient essayé de dominer, leur assonnait le coup de grâce. C'est une ironie cruelle de l'histoire. Les Vikings étaient des maîtres de l'adaptation. Ils avaient survécu dans les environnements les plus rudes. Mais ils avaient une faiblesse, leur dépendance totale à l'agriculture et à l'élevage européen. Contrairement aux Inuits, qui sont arrivés au Groenland à peu près à la même époque et qui ont prospéré pendant le refroidissement en chassant le phoque et la baleine, les Vikings se sont accrochés obstinément à leur mode de vie. Ils ont refusé d'adopter les techniques de chasse locales, peut-être par orgueil ou par simple conservatisme. Ils ont continué à essayer d'élever des vaches dans un paysage arctique qui gelait sous leurs pieds. Ils sont morts de faim dans un pays riche en nourriture parce qu'ils n'ont pas su voir que le monde avait changé et qu'ils devaient changer avec lui. C'est la plus grande leçon du Groenland, une leçon qui s'applique aussi, sans aucun doute, au Vinland. Le froid n'était pas seulement un ennemi physique, c'était un ennemi psychologique. Il apportait le désespoir. Il confirmait le sentiment d'abandon, non seulement par les hommes, mais aussi par les dieux. Leurs prêtres priaient un Christ qui semblait sourd à leurs appels, tandis que les anciens dieux, Thor et Odin, paraissaient impuissants face à la colère des géants de glace. La fin de la colonie du Vinland n'a probablement pas été un événement unique et spectaculaire. Ce fut une lente agonie, une extinction progressive dictée par la faim, le froid et l'isolement. La glace a étranglé leur ligne de vie et la forêt a repris ce qui lui appartenait. Le grand rêve viking s'est terminé non pas dans un fracas d'épée, mais dans le murmure du vent glacial sur des maisons vides. L'océan, qui les avait portés vers un nouveau monde, s'était refermé derrière eux comme un tombeau. Le silence de l'océan était absolu. Au Groenland, la colonie occidentale, la plus proche de l'Amérique, a été la première à disparaître, probablement au milieu du XIVe siècle. La colonie orientale, plus grande, a survécu encore un siècle, un avant-poste fantomatique
d'une Europe qui ne se souvenait même plus de son existence. La dernière mention écrite du Groenland dans les archives européennes est un acte de mariage datant de 1408. Après cela, plus rien. Le silence. Les quelques navires qui tentaient la traversée n'arrivaient jamais ou repartaient sans trouver âme qui vive. L'un d'eux, dévié par une tempête en 1540, a trouvé les fermes abandonnées, les églises en ruine et le corps non enterré d'un homme, vêtu de vêtements de laine démodés, un couteau en fer usé à ses côtés. C'était le dernier viking du Groenland. Il était mort seul. Pendant ce temps, l'Europe avait d'autres préoccupations. Le XIVe siècle a vu non seulement le début du petit âge glaciaire, mais aussi l'arrivée d'un fléau bien plus rapide et dévastateur, la peste noire. Entre 1347 et 1351, la Grande Peste a anéanti entre un tiers et la moitié de la population européenne. La société était en plein chaos. Les guerres, les famines et les soulèvements populaires étaient monnaie courante. Qui, dans ce contexte apocalyptique, pouvait se soucier d'une colonie lointaine et non rentable au Groenland, et encore moins d'une terre mythique de l'autre côté de l'océan, appelée Vinland? La connaissance de l'Amérique s'est évaporée. Elle n'a pas été perdue dans un incendie de bibliothèque. Elle a simplement été jugée sans importance, effacée par des tragédies plus pressantes. La mémoire du Vinland s'est retirée des cartes et des chroniques pour se réfugier dans les sagas. Transmise oralement pendant des générations avant d'être mise par écrit en Islande, la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais sont devenus les seuls dépositaires de ce chapitre oublié de l'histoire. Mais elles n'étaient plus considérées comme des récits historiques. Pour les érudits du Moyen Âge et de la Renaissance, c'étaient des contes de fées, des histoires pour les longues nuits d'hiver, pleines de monstres, de fantômes et de terres imaginaires. Le Vinland a été placé dans la même catégorie que l'Atlantide ou l'île de Thulé. Une fantaisie de marins, rien de plus. L'Europe avait oublié un continent entier. Elle l'avait découvert, touché, puis laissé retomber dans les brumes de l'ignorance. L'ironie est que la connaissance était toujours là, cachée à la vue de tous. Les archives du Vatican conservent des registres de la collecte de la dîme au Groenland jusqu'au milieu du XIVe siècle. Les papes nommaient encore des évêques pour le diocèse du Groenland, même si aucun d'entre eux n'a jamais réussi à y mettre les pieds. Mais personne ne faisait le lien. Personne ne se demandait ce qu'il y avait au-delà. La perspective du monde s'était rétrécie. L'océan était redevenu une barrière, une mer des ténèbres peuplée de monstres, et non plus une autoroute vers de nouvelles opportunités. L'âge de l'expansion viking était terminé, remplacé par une ère de repli et de peur. Cette amnésie collective est peut-être l'aspect le plus tragique de cette histoire. La mort d'une colonie est une chose, l'effacement complet de sa mémoire en est une autre. C'est comme si ces hommes et ces femmes n'avaient jamais existé. Leur lutte, leurs espoirs, leurs morts, tout a été réduit à néant. Ils n'ont laissé aucune trace durable, n'ont changé le cours de l'histoire d'aucune manière significative. Ils étaient une fausse aube, une lueur à l'ouest qui s'est éteinte avant que le monde ne se réveille vraiment. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. 5 siècles plus tard, un autre marin, obsédé par l'idée de trouver une nouvelle route vers l'Est, allait tomber par hasard sur ce même continent. Et cette fois, le monde ne l'oublierait pas. L'oubli est une forme de mort. Les Vikings du Vinland sont morts 3 fois. Une première fois de la main de leurs ennemis et du climat. Une deuxième fois lorsque la dernière personne à se souvenir de leur nom a disparu au Groenland.
et une troisième fois lorsque leurs sagas ont été classées comme de la fiction. Leur histoire est un avertissement sur la fragilité non seulement de la vie humaine, mais aussi de la mémoire collective. Sans transmission constante, sans archives, sans pertinence perçue, les plus grandes découvertes peuvent sombrer dans l'oubli. Mais qu'est-il vraiment arrivé au dernier d'entre eux? Comment s'est déroulée la scène finale de cette pièce tragique sur les rives de l'Anse aux Meadows? Le rideau est tombé sur la colonie du Vinland, mais personne n'était là pour le voir. La fin de cette aventure reste l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Que s'est-il passé lors de ces derniers jours, de ces dernières heures? Les données que nous avons sont frustrantes et contradictoires. Les sagas parlent d'un départ volontaire, d'une retraite stratégique face à une hostilité écrasante. Karl Sefni, le chef de la principale expédition, aurait conclu « Bien que la Terre soit bonne, nous vivrions toujours dans la peur et les troubles avec ceux qui y vivent déjà. Par conséquent, nous allons rentrer chez nous. » C'est une explication logique, rationnelle. La reconnaissance d'un échec, la décision de limiter les pertes. Mais l'archéologie, elle, raconte une histoire un peu différente, plus ambiguë. Les fouilles à l'Anse aux Meadows révèlent un site qui n'a pas été détruit par la guerre. Il n'y a pas de couche de cendres, pas de pointe de flèches fichées dans les murs et surtout pas de fosse commune. S'il y avait eu une bataille finale et un massacre, les archéologues auraient dû trouver des squelettes, des traces d'une lutte violente. Au lieu de cela, le site semble avoir été abandonné de manière relativement ordonnée. Des objets de valeur ont été emportés. Ce qui a été laissé derrière sont des objets cassés, usés ou sans grande importance. Une épingle en bronze, une pierre à aiguiser, quelques clous de bateau rouillés. Cela ressemble plus à un déménagement qu'à une défaite militaire. Peut-être que les sagas ont raison. Ils ont simplement fait leur bagage et sont partis. Mais il y a des détails troublants. La cessation de l'activité sur le site semble avoir été soudaine. Le rythme de vie s'est arrêté net. C'est comme si, un jour, la forge fonctionnait, le bois était coupé, et le lendemain, tout était silencieux. Cela pourrait correspondre à une évacuation planifiée, mais précipitée. Imaginez la scène. La décision est prise. Il faut partir avant l'arrivée de l'hiver, ou avant que les tribus Skraelings ne se rassemblent en plus grand nombre. Une activité frénétique s'empare de la colonie. On répare les navires, on rassemble les provisions, on choisit ce qui est assez précieux pour être emporté et ce qui doit être abandonné. Il y a de la tension, de la peur, mais aussi un espoir désespéré de revoir les côtes familières du Groenland. Une nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils embarquent, laissant derrière eux leur maison de tourbe, les tombes de leurs morts et un rêve brisé. Cependant, il existe une autre possibilité, plus sombre. Et si la menace n'était pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur? Une épidémie, par exemple? Une maladie apportée d'Europe ou une affection locale à laquelle ils n'avaient aucune immunité? Dans une communauté aussi petite et isolée, une maladie contagieuse aurait pu être dévastatrice. Cela expliquerait l'abandon soudain et l'absence de signes de violence. Les survivants, affaiblis et terrifiés, auraient fui, abandonnant les corps de leurs proches de peur de la contagion. C'est une hypothèse plausible, mais invérifiable sans la découverte de leur sépulture. Le mystère du dernier jour reste entier, un script avec plusieurs fins possibles. L'histoire n'est jamais simple. Il est probable que la fin n'ait pas été causée par un seul facteur, mais par une accumulation de pressions insoutenables. La guerre d'usure avec les Skraelings, les conflits internes qui avaient miné leur cohésion,
l'isolement croissant dû au refroidissement climatique, et peut-être une maladie ou une famine qui a été la goutte d'eau faisant déborder le vase. Ce n'était pas une seule vague qui les a submergés, mais une marée montante et inexorable. Le Vinland n'a pas été perdu dans une seule bataille héroïque. Il a été abandonné parce que le coût de sa conservation, en sang, en ressources, en morale, était devenu trop élevé. C'était un investissement non rentable, une entreprise maudite. Leur départ, qu'il ait été un exode silencieux ou une fuite désespérée, marque un tournant. C'est la première fois dans l'histoire que l'Europe recule face à un nouveau monde. Ils étaient venus, ils avaient vu et ils avaient été vaincus. Vaincus non seulement par les armes, mais par leur propre incapacité à s'adapter, à comprendre, à coexister. Ils ont essayé de transformer le Vinland en une nouvelle Norvège et ont échoué. La terre était plus forte qu'eux. Mais est-ce que tout le monde est vraiment parti? Est-ce que quelques-uns, par choix ou par nécessité, ne sont pas restés, se fondant dans le paysage et dans le sang des peuples qui les avaient vaincus? C'est là que le mystère prend une dimension génétique. Le départ du dernier Drakkar ne signifie pas forcément la fin de la présence viking en Amérique. Qu'en est-il de ceux qui ont été laissés derrière? Des naufragés, des exilés, ou peut-être des individus qui ont choisi de déserter, préférant une vie incertaine parmi les indigènes à un retour honteux au Groenland. Pendant des siècles, leur existence potentielle n'a été qu'une affaire de spéculation et de légende. Certaines tribus amérindiennes, des côtes de l'Atlantique aux grandes plaines, ont des récits oraux de rencontres avec des étrangers à la peau claire ou des dieux blonds aux yeux bleus. S'agissait-il de simples mythes ou du souvenir déformé d'une rencontre réelle avec des survivants vikings qui se seraient assimilés à leur culture? Pendant longtemps, ces histoires ont été balayées d'un revers de main par la science officielle. Mais la génétique moderne, avec sa capacité à lire l'histoire cachée dans notre ADN, a commencé à révéler des indices troublants. La découverte la plus spectaculaire a eu lieu non pas en Amérique, mais en Islande. En 2010, une équipe de scientifiques a étudié l'ADN de 80 familles islandaises et a fait une découverte stupéfiante. Ils ont identifié une lignée génétique, un type d'ADN mitochondrial transmis uniquement par la mère, appelé C1e, qui est caractéristique des populations amérindiennes et de l'Est de l'Asie, mais totalement absent en Europe et en Afrique. Après une analyse minutieuse, ils ont conclu que cet ADN était entré dans le patrimoine génétique islandais aux alentours de l'an 1000, exactement à l'époque des expéditions au Vinland. La conclusion est presque inéluctable. Une femme amérindienne a été emmenée, de gré ou de force, du Vinland en Islande par des explorateurs vikings. Elle y a eu des enfants et sa lignée a survécu jusqu'à nos jours. C'est la première preuve génétique confirmée d'un contact entre les deux mondes. L'histoire de cette femme est bouleversante. Imaginez son sort. Arrachée à sa terre, à son peuple, transportée à travers un océan terrifiant vers une terre de glace et de feu, entourée de gens dont elle ne comprenait ni la langue ni les coutumes. A-t-elle été une esclave, une épouse, une curiosité? Nous ne le saurons jamais. Mais elle a survécu, et son héritage génétique est un pont silencieux qui relie les deux continents à travers un millénaire. Si une femme a pu être emmenée en Islande, le contraire est également possible. Des Vikings ont pu rester en Amérique et s'intégrer aux tribus locales. La recherche de leur ADN dans les populations amérindiennes modernes est incroyablement complexe. 5 siècles de colonisation européenne ultérieure, de maladies et de déplacements de population ont brouillé les pistes de manière presque irrémédiable.
Trouver un marqueur génétique scandinave datant précisément de l'an 1000 est comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Pourtant, certains chercheurs continuent de chercher, convaincus que les fantômes des Vikings ne sont pas seulement dans les pierres et les sagas, mais aussi dans le sang de l'Amérique. Cette quête n'est pas sans danger. Elle peut être facilement détournée par des idéologies racistes qui cherchent à prouver une prétendue supériorité blanche en affirmant que les grandes réalisations des cultures amérindiennes étaient en fait l'œuvre de Vikings perdus. Il est crucial de séparer la recherche scientifique rigoureuse des fantasmes suprémacistes. L'histoire des Vikings en Amérique n'est pas celle d'une influence civilisatrice. C'est l'histoire d'une rencontre qui a mal tourné, d'un échec. Si quelques individus ont survécu en s'assimilant, c'est une histoire de survie personnelle, pas de conquête culturelle. Ils n'ont pas construit de royaume caché. Ils sont devenus partie intégrante d'un monde qui était plus résilient que le leur. Ainsi, l'héritage des Vikings en Amérique pourrait être double. D'un côté, une lignée amérindienne en Islande témoin d'un enlèvement. De l'autre, peut-être, quelques gènes européens dispersés et dilués dans le vaste patrimoine génétique des peuples autochtones, la trace fantomatique d'individus qui ont choisi de changer de monde pour survivre. Ces traces ténues sont tout ce qui reste. Pendant près de 1000 ans, ce fut la fin de l'histoire. Une histoire qui n'intéressait personne, reléguée aux notes de bas de page et aux récits folkloriques. Mais au XXe siècle, une nouvelle sorte d'explorateur, armé non pas de haches, mais de truelles, et d'une foi inébranlable dans les vieilles sagas, allait se lancer dans une quête obsessionnelle pour ramener ce monde perdu à la lumière. La redécouverte du Vinland au XXe siècle a été une saga en soi, une course archéologique pleine de faux départs, de personnages excentriques et d'une persévérance quasi miraculeuse. Tout a commencé au XIXe siècle avec la vikingomanie, un engouement romantique pour tout ce qui était nordique. Les sagas islandaises ont été traduites et popularisées, et l'idée que les Vikings avaient atteint l'Amérique avant Colomb a commencé à faire son chemin. Cela a ouvert la porte à une vague de faux et de théories farfelues. De la tour de Newport à Rhode Island, prétendument une église viking, à la pierre de Kensington, chaque artefact ambigu était brandi comme une preuve irréfutable, souvent par des amateurs plus passionnés que rigoureux. La recherche du Vinland ressemblait plus à une chasse au trésor mystique qu'à une enquête scientifique. Il fallait une approche différente. Une approche basée non pas sur des trouvailles fortuites, mais sur une lecture attentive des textes et une exploration systématique du terrain. C'est là qu'entrent en scène Helge et Anne Steen Ingstad, un couple norvégien qui allait consacrer sa vie à cette quête. Helge était un explorateur et un écrivain, un aventurier dans la plus pure tradition nordique. Anne Steen était une archéologue méticuleuse et patiente. Leur collaboration était la combinaison parfaite de l'intuition et de la méthode scientifique. Ils ont rejeté les théories qui plaçaient le Vinland dans des climats chauds où l'on trouvait de vraies vignes, comme dans le Massachusetts. Ils ont compris que le mot « Vinland » pouvait simplement signifier « terre des baies » ou « terre des prairies », et que les descriptions des sagas correspondaient bien mieux à un paysage subarctique. Leur raisonnement était simple, mais brillant. Les sagas décrivaient un voyage depuis le Groenland vers une terre située à l'ouest. Les explorateurs avaient longé une côte de pierres plates, Helluland, probablement l'île de Baffin, puis une côte boisée, Markland, probablement le Labrador, avant d'atteindre le Vinland. Les Ingstad ont suivi cette route sur les cartes, puis en bateau. Ils ont cherché un endroit qui correspondait aux descriptions, une pointe de terre, des prairies pour le pâturage, une rivière riche en saumon,
et un emplacement stratégique sur la route maritime. Pendant des années, ils ont exploré les côtes du Labrador et de Terre-Neuve, interrogeant les pêcheurs, examinant chaque crique. C'était une recherche frustrante, presque sans espoir. De nombreux experts se moquaient d'eux, convaincus qu'ils poursuivaient une chimère. Le tournant a eu lieu en 1960. Près du petit village de pêcheurs de l'Anse aux Meadows, à la pointe nord de Terre-Neuve, un habitant du coin, George Decker, a montré à Helge Ingstad une série de monticules herbeux qu'il avait toujours connus comme un vieux camp indien. Mais les formes de ces monticules étaient étranges. Elles étaient longues et rectangulaires, pas du tout comme les habitations circulaires des peuples autochtones de la région. Le cœur d'Ingstad a dû faire un bond. Ces formes ressemblaient étrangement aux vestiges des maisons longues vikings qu'il avait vues en Islande et au Groenland. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose. L'année suivante, Anne Stine Ingstad a commencé les fouilles. Le moment de la découverte a dû être d'une intensité émotionnelle incroyable. Sous les couches de tourbe, ils ont mis au jour les fondations de 8 bâtiments, dont une grande maison longue avec plusieurs pièces et un foyer central. Ils ont trouvé une forge, avec une enclume en pierre et des centaines de fragments de scories de fer, preuve d'une métallurgie qui était inconnue des peuples autochtones. Ils ont déterré une épingle en bronze, typiquement scandinave, une lampe en pierre de stéatite, une pierre à aiguiser. Chaque objet était une confirmation. Ce n'était pas un camp indien, c'était un campement européen. La datation au carbone 14 a confirmé que le site avait été occupé aux alentours de l'an 1000. Le mythe était devenu un fait historique tangible, prouvé. Le Vinland avait enfin été retrouvé. La découverte de l'Anse aux Meadows a changé notre compréhension de l'histoire. Elle a prouvé que Christophe Colomb n'était pas le premier. Elle a validé la précision historique des sagas, longtemps considérées comme de simples œuvres de fiction. Mais elle a aussi posé de nouvelles questions. Le site de l'Anse aux Meadows était-il la colonie principale du Vinland, ou simplement une base avancée, une sorte de porte d'entrée pour des explorations plus lointaines? Sa petite taille suggère qu'il ne s'agissait probablement que d'un campement temporaire, une base de réparation et d'hivernage. Le véritable Vinland, la terre des prairies et des baies, pourrait se trouver plus au sud. La quête n'est pas terminée. L'Anse aux Meadows n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Mais elle nous offre une leçon fondamentale, gravée dans ses fondations de tourbe. La chute des Vikings en Amérique n'est pas une simple anecdote historique, une curiosité pour les passionnés du Moyen-Âge. C'est une parabole, un avertissement d'une pertinence troublante pour notre époque. Leur histoire est le prototype de toutes les catastrophes coloniales qui ont suivi, une étude de cas sur la rencontre entre une civilisation technologiquement avancée et un monde qu'elle ne comprend pas et ne respecte pas. Ils possédaient des navires capables de traverser les océans, des armes en fer capables de trancher la pierre. Ils avaient la confiance, l'audace, la volonté de s'imposer. Et pourtant, ils ont échoué. Ils ont été vaincus non pas par une infériorité technologique, mais par une supériorité arrogante. Leur plus grande faiblesse n'était pas dans leurs armes, mais dans leur esprit. Ils ont commis une série d'erreurs fatales, des erreurs qui seront répétées à l'infini tout au long de l'histoire. La première a été de voir la nature comme une simple ressource à exploiter, et non comme un système complexe et puissant auquel il faut s'adapter. Leur refus d'apprendre des techniques de survie locale au Groenland les a condamnés lorsque le climat a changé. Ils sont morts de faim, au milieu de l'abondance. La deuxième erreur
a été de voir les peuples autochtones non pas comme des égaux, mais comme des obstacles ou des curiosités, les Skrælings. Cette déshumanisation a ouvert la porte à la violence, transformant une potentielle coexistence en une guerre sans issue. Ils n'ont jamais essayé de comprendre les cultures qu'ils rencontraient, et cette ignorance les a rendus aveugles aux véritables dynamiques du Nouveau Monde. La troisième erreur, et peut-être la plus destructrice, a été leur incapacité à surmonter leurs propres démons intérieurs. La cupidité, la jalousie et la violence qui ont conduit au massacre de Freydiss ont empoisonné la colonie de l'intérieur, la rendant vulnérable et divisée face aux menaces extérieures. Ils n'ont pas réussi à créer une société nouvelle et unie. Ils ont simplement importé leurs vieilles querelles dans un nouveau décor. Ils ont prouvé que l'on peut changer de continent sans changer de nature. La malédiction du Vinland n'était pas surnaturelle. Elle résidait dans les lois implacables de l'histoire et de la nature humaine qui punissent ceux qui sont incapables de coopérer et de s'adapter. Aujourd'hui, nous nous trouvons au seuil de nouveaux Vinlands. Nous explorons les profondeurs des océans, nous préparons à retourner sur la Lune et à coloniser Mars. Nous possédons une technologie que les Vikings n'auraient même pas pu imaginer. Mais la question fondamentale reste la même. Avons-nous appris leur leçon? Lorsque nous rencontrons l'inconnu, que ce soit une nouvelle culture sur notre propre planète ou un nouvel environnement sur une autre, quelle approche adoptons-nous? Celle des Vikings, qui ont tenté d'imposer leur monde et ont été rejetés, ou une autre basée sur l'apprentissage, le respect et l'adaptation? Leur dracard brisé sur les rives de l'histoire est un miroir, et le reflet qu'il nous renvoie devrait nous inquiéter. L'histoire de la première colonie européenne en Amérique n'est pas une épopée de gloire, mais une tragédie de l'orgueil. C'est un rappel brutal que la technologie seule ne garantit pas la survie et que la véritable force d'une civilisation ne réside pas dans sa capacité à conquérir, mais dans sa capacité à comprendre. Ils ont été les premiers et ils ont échoué. 500 ans plus tard, d'autres sont venus et ont réussi, du moins en apparence, en répétant les mêmes erreurs à une échelle beaucoup plus grande, avec des conséquences bien plus dévastatrices. La leçon du Vinland est restée non apprise. Elle attend toujours, dans le silence des ruines de Lanceau Meadows, que quelqu'un vienne enfin l'écouter. Les Vikings ont échoué parce qu'ils ont tenté de plier un nouveau monde à leur volonté, au lieu d'apprendre à en faire partie. Aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers de nouveaux horizons, des profondeurs de nos océans au désert de Mars, nous sommes confrontés au même choix fondamental. Alors, qui sommes-nous par essence? Des conquérants, condamnés à répéter sans cesse les erreurs du passé, ou des explorateurs, capables d'apprendre enfin à vivre en harmonie avec l'inconnu? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car de ce choix dépend peut-être notre propre survie.